Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Hey, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans le coup de cœur du mois de juin. Alors, mon nom est Martin Lafrenière de la zone Jeux de société, mais vous êtes présentement sur l'extraordinaire chaîne du Professeur Board Game. Alors, j'espère que vous avez un magnifique été présentement. Il doit faire chaud parce qu'il fait pas mal chaud un peu partout dans le monde où c'est l'été et au Québec, on y goûte également. Le mois de juin a été un mois où j'ai découvert plusieurs jeux, comme à peu près à tous les mois, je pense, pour à peu près tout le monde qui vont vous donner les coups de cœur. Mais il y a un jeu qui est sorti quand même il y a un certain temps que j'ai finalement osé m'installer pour jouer. Et j'ai vraiment adoré mon expérience, mesdames et messieurs. Alors, c'est ce tout petit jeu-là que vous voyez, donc, qui s'appelle Civolution, de mon ami Stefan Feld. Alors, c'est un très beau jeu de civilisation qui a l'air excessivement intimidant et qui a un thème quand même relativement spécial. Hein, parce que dans ce jeu-là, oui, c'est un jeu de civilisation, mais on n'incarne pas une civilisation. En fait, on incarne une personne dans un monde utopique du futur qui fait une simulation de développement d'une civilisation. Fait que dans ce jeu-là, on ne va pas nécessairement avoir, par exemple, les Aztèques, les Mayas, les Romains, les Grecs. Ça va être une civilisation sans nom qu'on va essayer de faire évoluer en testant des choses, mais c'est un jeu qui est majoritairement, qui fonctionne avec des dés. Alors, on va lancer des dés et la juxtaposition de ces dés-là, donc on va toujours faire nos actions 2 dés. Et par exemple, si j'ai un 2 et un 6, bien, ça va m'amener à une action spécifique. Alors oui, c'est un jeu de dés. Oui, c'est pas un jeu qui est nécessairement pour tout le monde parce qu'il faut que vous ayez quand même un certain amour pour le concept du dé, qui est un concept de chance. Par contre, il y a vraiment beaucoup de possibilités de modifier cette chance-là avec des éléments qu'on peut justement améliorer dans notre civilisation pour avoir le concept des idées. Donc, quand on a une idée, on peut tout simplement changer la valeur d'un dé, mais il faut en avoir des idées par contre. Donc, il faut aller chercher cette ressource-là. On va se promener sur un beau plateau sur lequel on va avancer, on va faire bouger nos colons. Tout ça, tout en améliorant et en faisant des découvertes technologiques avec l'aide de cartes qu'on va placer dans notre console parce que c'est un jeu qui prend beaucoup de place. C'est le côté négatif du jeu, je pense. Si vous jouez à plus que 2 joueurs, là, préparez-vous à avoir une méchante grande table pour jouer à ce jeu-là parce qu'on a véritablement une console devant nous. Et d'un côté, c'est comme si on avait un bouton là, qu'on pesait dessus pour dire je fais cette action-là, mais dans le fond, c'est un concept de dé. Puis de l'autre côté, on va installer des puces. Donc, c'est vraiment le concept de mettre des puces. Vous voyez, c'est un thème un peu bizarre. Mais c'est vraiment le fun. C'est un jeu complexe. Il faut aimer les jeux complexes, évidemment. Mais je pense que si vous êtes dans ce type de joueur-là, vous aimez les jeux complexes, vous aimez les jeux de Stefan Feld, vous aimez les jeux de civilisation, ben Civolution, qui est maintenant disponible en français, vous ne pouvez pas passer à côté de ce jeu-là. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé ça. On se revoit donc au milieu du mois d'août pour le coup de cœur du mois de juillet. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet. Et maintenant, laissons place à cette magnifique brochette de personnes qui vont vous expliquer leur coup de cœur. Allons-y maintenant. Un autre mois qui se termine et c'est le temps du coup de cœur. Alors, premièrement, merci beaucoup David pour cette belle invitation. J'ai pas été assidu au courant des derniers mois, mais je suis de retour. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager nos coups de cœur et de voir également les coups de cœur des autres intervenants. C'est un segment que j'apprécie énormément regarder mois après mois pour avoir une belle idée de ce que les gens aiment jouer. Pour ma part, j'ai une petite mention avant de parler de mon coup de cœur. C'est une mention qui va faire énormément plaisir à Martin Lafrenière de la zone jeux de société et à mon collègue JP de l'école du jeu aussi. J'ai eu le plaisir d'essayer Cloudspire. Et oui, Cloudspire de Chip Theory Games, j'ai eu la chance de pouvoir l'essayer. J'ai bien apprécié mon expérience de jeu, mais pas assez pour que ce soit mon coup de cœur. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à jouer à un gros jeu qui s'appelle
Civolution. Alors, Civolution est un jeu de Stefan Feld. Donc, c'est un auteur que beaucoup de gens apprécient énormément, mais moi, pour ma part, c'est pas mon auteur fétiche. C'est pas un auteur que je regarde tant que ça. J'aime beaucoup les Châteaux de Bourgogne, mais les autres jeux ont été hit or miss. OK. Civolution a un thème de civilisation que j'apprécie énormément. Et je dis un thème de civilisation parce que on simule une civilisation. Bref, c'est comme si on jouait une partie de Civilisation Sid Meier's sur une console de jeux vidéo parce qu'on a une console et on doit le faire. Étonnamment, le jeu semble très complexe à première vue, mais il n'est pas si compliqué que ça. La complexité provient du nombre d'actions et du nombre de possibilités complètement incroyables qu'on a accès. Par contre, on a un système de dés, un peu comme les Châteaux de Bourgogne, qu'on va devoir utiliser. Mais là, on va devoir utiliser 2 dés pour activer une différente action. Donc, on a beaucoup de choix, mais on n'aura pas tant de choix que ça parce qu'on va être limité avec ces dés-là. Bien entendu, on a la chance de pouvoir les altérer, de pouvoir les modifier, et il y a énormément de choses qui viennent en ligne de compte. Mais pour moi, Civolution a été une belle surprise parce que je m'attendais à aimer le jeu, mais pas à ce point-là. J'ai joué en solitaire, j'ai joué à 2 joueurs. Bon, on se le cachera pas, je pense que si on joue à 3 ou 4 joueurs, ça risque de prendre énormément de place et de prendre énormément de temps. Pour ma part, j'aime mieux probablement jouer ça à 1 ou 2 joueurs, mais j'ai beaucoup aimé ce que le jeu nous offre. Je crois que c'est probablement un de mes designs de Stefan Feld favoris, après les Châteaux de Bourgogne, qui reste un classique dans mon cœur. Mais Civolution, une très belle réussite. Un jeu qui gagne à être rejoué parce qu'après ma première partie, j'étais comme « Wow, OK, ça fait beaucoup de choses ». Et dès ma deuxième partie, je savais un peu plus où m'enligner. Donc vraiment, un beau coup de cœur pour moi. Donc c'est mon choix, le jeu Civolution de Stefan Feld. Le dernier coup de cœur de notre équipe, c'est Chu-An, qui est un jeu pour 2 joueurs uniquement, les parties d'environ 25 minutes pour 14 ans et plus. C'est un super beau jeu, belle présentation, puis c'est un jeu qui est assez facile à prendre en main. C'est un jeu de cartes de plis. Vraiment, sur le principe très simple que à mon tour, je vais choisir une série de cartes que je veux jouer. Par exemple, si je joue 4 cartes de valeur 2, mais l'autre joueur va devoir renchérir avec 4 cartes d'une même valeur, mais supérieure à celle que j'ai mis. S'il réussit à le faire, ça va être de nouveau à mon tour, et la personne qui va passer va perdre, dans le fond, l'initiative, qui se trouve à être le choix de la première série à mettre. L'idée du jeu, c'est de réussir à se débarrasser de toutes ces cartes en main. Puis si on réussit à faire ça, on va faire le nombre de points selon le nombre de cartes qui restent en main de notre adversaire pour un maximum de 5 points. Il y a plein de petites subtilités dans le jeu qui le rend vraiment le fun. Dans le fond, c'est qu'à notre tour, on peut toujours aussi prendre un jeton qui va nous permettre de piocher 2 nouvelles cartes. On comprend que le danger de ça vient aussi avec, on se rajoute des cartes dans nos mains, fait que ça peut être difficile, sauf que ça peut nous aider à faire des meilleures suites. Et les jetons comptent pour des points pour notre adversaire aussi, si jamais c'est lui qui se débarrasse de ses cartes en premier. L'autre subtilité qui est vraiment le fun, c'est qu'il y a plusieurs cartes qui ont des pouvoirs aussi qui vont nous permettre de venir changer un peu la dynamique du jeu. C'est par exemple, on pourrait donner des points à notre adversaire, terminer le pli, et c'est nous qui prenons l'initiative, fait que ça peut nous aider à nous débarrasser de nos cartes et ainsi gagner la partie. Donc c'est un jeu qui est vraiment, vraiment le fun. C'est facile à prendre en main, mais avec beaucoup de subtilité. Plus qu'on joue, plus qu'on en apprend dans le jeu. Donc on recommande fortement qui est Chu-An. Bonjour, mon nom est Martin de l'Atelier du Meeple et merci au professeur Board Game de nous recevoir dans ses coups de cœur du mois de juin. Ce mois-ci, je veux vous parler du jeu Biome. Biome, c'est un jeu de tableau builder, alors d'engine builder. Vous allez construire une espèce de tableau de cartes qui consiste à placer des animaux ou des plantes dans 3 environnements différents, c'est-à-dire le marais, la prairie ou la forêt tropicale, et activer de tour en tour certaines cartes. Ça ressemble beaucoup au niveau du gameplay puis du feeling à Wingspan, qui est un jeu super populaire. Et je dois avouer que la boîte est un peu générique. Ça n'a pas attiré mon attention du premier coup, mais quand je l'ai essayé, j'ai vu qu'il y avait des aspects très intéressants. Alors, c'est un jeu bien pensé. Contrairement à Wingspan, vous allez constamment réactiver les mêmes cartes. Vous allez devoir avoir des choix un peu plus complexes dans ça, c'est-à-dire quelles cartes vous activez quand, parce que vos cartes sont à activation unique. C'est un jeu aussi où vous devrez installer, si vous voulez, des plantes et des animaux de toutes sortes. Alors, vous pouvez faire des mammifères, il y a des prédateurs, il y a des oiseaux en grande quantité parce que vous avez des lapins, des lièvres et toutes sortes de choses comme ça. Parce qu'il y a
à travers les saisons, on joue sur 3 années, 4 saisons, et il y a des événements. Alors au printemps, il y a la nidification, les petits bébés vont venir au monde pendant l'été. Il va y avoir une période de chasse à la fin de l'année. Alors, vos prédateurs qui sont dans une jungle, par exemple, pourraient attaquer les petits lapros ou les petits oisillons chez vos voisins. Alors, il y a beaucoup plus d'interactions que dans un wingspan en partant. Et il y a une phase de migration. Alors, il y a un animal qui va changer d'environnement aussi 2 fois possiblement dans la game. Alors, vous allez peut-être vouloir envoyer un animal chez un voisin qui ne vous sert plus, alors dont la carte a déjà été activée, qui ne vaut pas de points. Alors, c'est des façons de faire d'installer des meilleures cartes dans votre environnement. Alors, j'ai trouvé que Biome avait de belles qualités. Alors, c'est sûr, il y a plus d'interactions entre les joueurs. Le système de jouer en saison est, ma foi, fort intéressant. Tout est séquencé, tout est sur le board. Il n'y a pas beaucoup de questions à se poser sur l'ordre des choses. Il y a d'autres modules. Vous pourrez rajouter des événements difficiles en plus. Il y a une game plus simple pour les gens qui veulent s'initier lentement au jeu. Alors, il est assez bien conçu. J'ai la version française. J'ai quelques hicks avec la traduction qui parfois n'est pas aussi claire qu'elle pourrait l'être dans... Je ne sais pas comment ça a été traduit, mais c'est pas la meilleure traduction au monde, mais c'est quand même très fonctionnel, on comprend là. Et les images me semblent drôlement faites. Alors, je ne sais pas s'il y a de l'intelligence artificielle ou pas, ou c'est peut-être juste de la retouche informatique. Et le fini, moi qui aime bien le fini-lin d'ordinaire sur les cartes, le fini-lin sur ceux-là semble un peu rendre flouté, si vous voulez, certaines images. Alors, ce sont des petits détails qui m'ont moins plu, mais en règle générale, Biome, j'ai bien aimé. Et c'est sûr que c'est un peu plus complexe sur BGG que Wingspan, le jeu de base. Et j'aurais tendance peut-être à jouer plus des jeux plus compliqués d'ordinaire un peu, si vous regardez ce que j'ai en arrière de moi. Mais ça reste que c'est un jeu qu'on peut sortir avec un public beaucoup plus large et qui a de très, très belles qualités. Alors, mon coup de cœur ce mois-ci, Biome. Salut les gamers, Sam de Board Game Duel. Et pour le mois de juin, mon coup de cœur, c'est Mandalorian Adventure, mais plus particulièrement son extension, Le Clan des Deux. Donc, on nous arrive 1 an plus tard avec une extension pour le jeu qui avait fait mes coups de cœur aussi l'an dernier. Qui est basé sur la série de Star Wars, dans laquelle on va incarner un groupe de personnages, on va recréer les épisodes iconiques de la série. Et avec l'extension, on a le même système de base qui marchait super bien, là, de l'espèce de dungeon crawl un peu puzzle, où on essaie de timer quand est-ce qu'on fait nos grosses actions pour gérer les réactions des ennemis, en gros. Et on arrive avec des nouveaux scénarios, des nouveaux personnages, des nouvelles cartes de réaction des ennemis, quelques petites twists mécaniques de plus. Là. On rajoute des règles pour des combats de boss vraiment épiques et cinématiques. Donc, on reprend tout ce qui était bon dans le jeu de base, puis on en rajoute un petit peu plus, une petite couche de plus, un petit peu plus gamer, là, les nouveaux personnages sont une mini-coche un peu plus complexe que ceux dans le jeu de base, donc c'est vraiment pour les vétérans du jeu. Ça vient donner une deuxième vie. Encore une fois, c'est très modulaire, c'est tout rétro-compatible avec les scénarios d'avant. On peut mélanger les nouveaux avec les vieux, il n'y a pas de problème. Les anciens personnages reviennent, on en a des nouveaux. Donc, c'est vraiment super bon. Ça m'a permis de me replonger dans le jeu, puis j'ai beaucoup aimé ça. Donc, pour vrai, là, si on se demande comment faire une bonne extension, this is the way. Bonjour à tous, c'est Elsa de Ludipsy et aujourd'hui je vous présente mon coup de cœur du mois. Il s'agit du jeu Cascadia, qui est un jeu bien connu avec plusieurs extensions. Par contre, c'est un petit jeu qui est agréable à découvrir et à faire découvrir. C'est un jeu qui combine simplicité, efficacité et plaisir, donc des éléments clés pour avoir du plaisir à jouer en famille avec des enfants ou
entre adultes, entre deux parties d'un jeu un peu plus complexe. Donc, dans Cascadia, on fait des combinaisons entre des environnements de vie et des animaux. Donc, bien sûr, il y a différentes stratégies, il y a différentes combinaisons possibles, mais l'objectif, c'est de créer son écosystème avec nos animaux et de gagner, bien sûr, le plus de points. Donc, Cascadia, un petit jeu simple, efficace et plaisant que je vous invite à découvrir ou à redécouvrir durant l'été, si vous voulez un petit jeu agréable et simple. Bonjour à la maison, ici Pat Larochelle de la chaîne YouTube Les Petits Chefs. J'espère que vous allez bien. Merci David encore pour l'invitation. Je vais vous donner mon coup de cœur pour le mois de juin. Photo Tour North America, un excellent jeu, je dirais familial, c'est facile à jouer. 15 minutes, votre jeu est déjà mis en place sur la table, déjà expliqué, vous êtes prêt à jouer, c'est pas compliqué non plus, c'est vraiment le fun. Thématiquement, vous êtes des voyageurs en Amérique du Nord pour prendre les plus beaux clichés. C'est un jeu de Timachev Publishing, 30 à 60 minutes, 1 à 5 joueurs, 8 ans et plus. Votre plateau de joueurs, c'est comme un genre de journal de bord. Pour gagner des bonus, vous allez devoir associer des types de photos sur votre journal de bord. Donc, si vous placez une photo de type urbaine sur un emplacement urbain, là, vous allez pouvoir avoir un bonus. Il y a des bonus aussi sur les cartes. Vous pouvez faire des combos de bonus. C'est bien le fun. Si vous déposez une carte aussi sur votre journal et que vous y attribuez aussi des jetons d'équipement à la fin de la partie, ça va être vraiment payant. Dans un tour de jeu, vous faites une action parmi 4, soit celle de piger une carte, soit celle de vous déplacer avec un moyen de transport, en auto, en autobus ou en avion, sur la carte, sur différentes régions, soit que vous vous équipez avec des jetons d'équipement. Vous pouvez vous arrêter sur un lieu pour prendre une photo, ou soit que vous faites une action pour restaurer les cartes, les dés de transport ou les jetons d'équipement. Un tour de joueur se fait vraiment rapidement et la partie va se terminer un coup que le journal de photographie d'un des joueurs reçoit sa dernière photo possible. Alors là, on va terminer le tour et ensuite on va compter les points. Le joueur qui a le plus de points va remporter bien sûr la partie. La version que j'ai ici, c'est une version Kickstarter. Donc en plus d'avoir du matériel de luxe dans la boîte, il y a un paquet de petites extensions que vous pouvez ajouter pour avoir un peu plus de défis durant les parties. Le matériel, il est super beau, les cartes sont vraiment belles. Et on a même une carte du vieux port de Montréal. Le Québec n'a pas été oublié. Personnellement, c'est ma recommandation du mois de juin. Si vous avez une chance d'y jouer, essayez-le. D'après moi, plaisir garanti. Et maintenant, on passe au suivant. Bye! Bonjour, bienvenue au Bureau du loisir. Mon nom est David. Moi, c'est Mathieu et on remercie David de nous inviter à vous partager notre coup de cœur du mois de juin. Un autre David, pas moi. Là. Oui, le prof board game aussi, c'est David. Coup de cœur du mois de juin. Oui. Mathieu. C'est quoi? Une aventure fantastique. Là, l'éclairage contrasté, c'est pour ça. Et c'est un coup de cœur commun pour un jeu coop. Quelle surprise, les deux amoureux de coop. C'est Return to the Dark Tower. Bel anglais, bravo. Merci, ça me fait plaisir. C'est le Mathieu et le David de 10 ans qui ont eu le plaisir de jouer à ça. Ben oui, comment ne pas aimer Return to the Dark Tower? Il y a une application qui est reliée à une tour qui pitch des crânes sur un plateau de jeu. On est dans un jeu d'aventure, hein, Mathieu? On va triturer du gobelin cette fois-ci. Oui, à chaque aventure, à chaque game, on a comme un nouveau boss à combattre, puis il y a des niveaux différents aussi, une belle rejouabilité dans ce jeu-là. Il y a du bruit qui sort de la tour, il y a de la lumière. Ça tourne. Le coop, ça fonctionne, on s'entraide, les personnages ont des pouvoirs asymétriques. Ce qui est le fun, c'est que des fois, la solution paraît pour certains, mais pas pour d'autres. Fait que là, tu fais non, faites-moi confiance, je pense que je vais y arriver. Ouais. Puis un beau contexte, on a joué à ça dehors. Oui. C'est l'été, ça nous a rendus heureux. Le seul bémol, c'est que c'est un jeu qui est un petit peu dispendieux à l'acquisition. Oui, je pense que oui, effectivement. Parce que c'est un setup assez compliqué, mais ma suggestion, c'est Trouvez-vous un ami qui a le jeu. Ça. Ben oui, c'est ça qu'on a fait. Trouver un ami ou en fait, on peut l'acheter en groupe d'amis joueurs. Effectivement. Qui ont fait l'émission ensemble. Ça devient comme le point commun à tout le monde. Fait que c'est parfait pour les nostalgiques parce que c'est un vieux jeu des années 80 qui vient d'être réédité avec les moyens techniques d'aujourd'hui. Donc, ça marche vraiment. Return to the Dark Tower. Essayez ça si vous ne l'avez pas essayé encore. Au prochain, puis portez-vous bien. Bye!
Hey, salut tout le monde, ici Vincent. Hey Yannick. Pour la chaîne Le Temps d'un jeu. Hey, merci à Professeur Board Game de nous réinviter de nouveau pour les coups de cœur du mois de juin. De mon côté, c'est un petit jeu, en fait. La première fois que je présente un petit jeu, et c'est Toy Battle. Un jeu très simple et beaucoup de rejouabilité où on incarne différents soldats. Et en fait, on essaye de conquérir la base de l'adversaire. Donc, on a trois façons de gagner. Soit notre adversaire ne peut plus faire d'action, soit on a gagné 7 médailles en contrôlant un certain nombre de médailles dépendamment du terrain quand on contrôle des régions, ou réussir à mettre une pièce sur la base ennemie. Donc, un jeu très, très simpliste. Ce qui est le fun dans ce jeu-là, c'est qu'on a 8 plateaux, en fait, là, de jeux où il y a des petites variétés. Fait qu'on pose des bonhommes et la façon de conquérir, en fait, c'est simple, c'est d'essayer d'avoir un bonhomme qui est plus gros que les autres et chaque personnage a des habiletés. Fait que beaucoup de rejouabilité. Un petit jeu très simple qui prend une quinzaine de minutes à jouer, mais beaucoup de plaisir à jouer. Donc, c'était mon coup de cœur pour le mois de juin. Toy Battle. Moi, j'ai été très agréablement surpris de ce petit jeu-là. On dirait un jeu pour enfants, là, mais finalement, il y a un petit peu de tactique dedans. C'est vraiment sympathique. Pour ma part, mon coup de cœur du mois de juin, c'est pas un jeu qui est récent, mais ça faisait longtemps que je voulais jouer. Et puis, c'est Let's Go to Japan. Alors, c'est un jeu qui est quand même pas très compliqué. On prépare son voyage au Japon. Donc, on a un plateau sur lequel on va piocher, on va installer des cartes. Donc, il y a plusieurs phases. Dans la première phase, on va piocher 2 cartes. On va en choisir une qu'on va poser dans notre semaine. On a une semaine donc du lundi au samedi. Il me semble, il manque le dimanche. Moi, je ne sais plus, je suis pas trop sûr. Et puis, on va pouvoir poser 3 cartes par journée. Ça organise notre journée. Et on va organiser chaque journée de la semaine pour planifier notre voyage au Japon, sachant qu'on va se déplacer à Tokyo et à Kyoto. Donc, si on met une carte Tokyo et en dessous qu'on met une carte Kyoto, ben, on va devoir prendre un train. Donc un jeu quand même très simple parce que ça se fait en 2 parties. La première partie, on va juste poser des cartes. Une fois que nos 3 cartes par journée sont posées, eh ben, on va tout simplement compter les points puis voir dans nos journées comment on a organisé nos journées. Est-ce que les cartes qu'on a posées nous apportent des points? Est-ce que la dernière carte qu'on a posée, le bonus qui est sur cette dernière carte, on a réussi à l'avoir ou pas? Et on fait nos transferts entre Kyoto et Tokyo. On gagne des points ou on en perd. On a des activités qui nous donnent du bonheur, ça va nous donner des points supplémentaires. On a des activités qui sont stressantes, ça va nous faire perdre des points. Donc au bout du compte, on calcule tous nos points et puis celui qui a fait le plus de points a gagné. Donc c'est un beau jeu, très simple, pas compliqué à expliquer non plus. Ça joue très bien, mon coup de cœur du mois de juin. Donc, c'était Vincent. Et Yannick. Et on vous dit à la prochaine. Salut! Le coup de cœur de Statoto pour ce mois-ci, c'est Panda Spin. Pourquoi que c'est notre coup de cœur, Josiane? Ce mois-ci, C'est à ton tour est en mode estival et on a arrêté notre choix sur un petit jeu qui se transporte bien dans les festivals, dans les pique-niques. Ça se joue dehors. Camping. Oui. Ouais. C'est un jeu de pli très standard. On joue une carte et la carte qu'on va jouer, c'est soit une carte simple, une carte double, une carte triple, ça peut être une suite. Il y a plusieurs possibilités et les autres joueurs doivent mettre une carte qui est supérieure à la ou les cartes qui ont été jouées. Mais la particularité de ce jeu, et pourquoi que je l'aime, c'est que quand tu perds un pli, ben tu reprends tes cartes, tu les tournes de l'autre côté et tes cartes deviennent supérieures. Tourne! Mais qu'est-ce que tu fais encore, Martin? Ben, tu vois, Josiane, c'est comme ça, là, on les à l'envers. C'est comme on les à l'envers, ça veut dire que toi, t'es rendu maintenant un peu plus supérieur. On est dans ta tête. On pourrait continuer à l'envers pour que tu te sentes mieux, si tu veux. On retourne en envers. Alors, dans les cartes de Panda Spin, il y en a quelques-unes qui ont des pouvoirs spéciaux. Par exemple, on peut détruire des cartes, on peut gagner une levée avec des efforts qui sont moindres. Donc, oui, c'est un jeu de cartes, un jeu de pli, mais qu'il pousse quand même la complexité et beaucoup d'éléments à considérer dans le cadre de ce jeu-là. C'est un jeu où on doit obtenir 15 points pour remporter la manche. La partie! La partie! On va retourner le vidéo de bord, là. Veux-tu qu'on tourne un petit peu à 180 degrés pour t'aider à expliquer c'est quoi le jeu? Oui, j'aimerais ça parce que, étant donné que tu es mon modèle, parfois je suis mêlée et perdue. Et je ne sais pas quoi faire, quoi dire. OK, tiens, gars. Toi, t'es à l'envers, moi, je suis à l'endroit.
pour te donner un petit peu plus de supériorité pour t'aider. Ah, parce que pour pas la supériorité, c'est d'être à l'envers. C'est là qu'on disait que ça n'allait pas bien dans ta tête. Je vais remettre la vidéo à l'endroit. OK, maintenant, ton coup est accessible. Et ce qui est magnifique, selon le nombre de joueurs, vous n'allez pas utiliser les mêmes nombres de cartes, alors les pouvoirs vont changer. C'est un beau jeu d'introduction, un très beau coup de cœur en ce qui nous concerne. Voilà, c'était le coup de cœur de C'est à ton tour. Pandastine! Bonjour, it's Jay from Cardboard East, here to talk to you about board games from Asia and what I have been playing lately. Lately, I have been playing Snow Planner. This is a dice placement game where you are in charge of a ski lodge. Now, this came out quite a while ago and had a Kickstarter maybe about a year ago. I backed it, got this, but what I have been playing this a lot more recently because, well, there are 2 expansions out for it now. There is the Snow Planner New Challenge and Snow Planner New Season. This increases the solo gameplay as well as gives it a co-op feel. And this one adds a whole board, a whole bunch of new mechanics, and a whole bunch of new cards. Now, this, if I would say I'm done, I'm not, because Snow Planner just got a whole lot bigger. And that is Snow Planner, the big box. Now, this big box holds the base game and both of the expansions and includes a whole bunch of upgraded bits that I absolutely love. Now, I admit that I have, okay, this is really heavy. I admit that I have this is heavy. I admit that I have a huge weakness for snow maps, and Snow Planner is just nothing but one glorious snow map. You're placing your workers, your dice, which are also your bellboys, to go do errands around town, get more croissants, get more snow, get more tickets. You're upgrading your workers, giving them more experience so that they become better. You're inviting guests into your hotel, and the guests are cards that stay and progress from like day 1, day 2, day 3, and the longer they stay, the better rewards they give you. And the guests kind of react almost as a wave of income for you. And I find that really refreshing and fascinating and feels a lot more like a hotel than Grand Austria Hotel. So if you're looking for a dice worker placement game that has the feeling of a hotel and you really love Grand Austria Hotel, I strongly recommend you check out Snow Planner. And if you have a chance to play the big box, do it. Bonjour chers amis joueurs, ici LP et je te présente mon coup de cœur pour le mois de juin 2025 et je vais parler du jeu Resurgence, édité par Portal Games, la nouvelle réédition dans le fond qui est sortie il y a environ 1 an et demi, 2 ans. Resurgence, c'est un jeu de compétitif qui va se jouer jusqu'à 4 joueurs. C'est principalement un jeu de placement d'ouvriers dans lequel il y a aussi un aspect important de bag building, dans le fond dans une espèce de société post-apocalyptique russe. Puis on essaie de devenir la nouvelle faction qui va contrôler ou mettre en place la prochaine société. Fait qu'on va avoir une espèce de plateau avec différentes zones. Dans tous les tours de jeu, il va y avoir un événement qui va être tiré, qui va modifier un petit peu les règles pour ce tour-là. Il va y avoir des espèces de mutants qui vont être placés sur certaines zones du plateau de jeu. Puis ensuite, les joueurs vont piger des jetons dans un sac selon le niveau de leur base personnelle. Fait 4, 5 ou 6 jetons. Puis les jetons qu'ils vont piger seront les ouvriers qu'ils vont avoir à placer pour le tour. Ils vont assigner secrètement des ouvriers à une des 3 zones du jeu. Fait que le plateau est divisé en 2 zones. Tu as la zone métro, la zone portuaire. Puis tu as ton plateau personnel à toi avec tes bases, tes pièces, tes trucs comme ça. Fait qu'on va assigner nos ouvriers secrètement, nos jetons, à ces 3 zones-là. Ensuite, on va révéler ça. Puis on va progresser sur différentes pistes selon qui est majoritaire dans chacune des zones, selon le nombre de jetons qu'on a assignés, puis la force de ces jetons. Évidemment, nos jetons, ils ont différents types. On a notre leader qui peut aller n'importe où, on a 3 types de spécialistes qui peuvent aller sur des cases spécifiques, puis on a des espèces d'ouvriers de base qui peuvent aller juste sur certaines cases. Fait que quand on a fait nos majorités, ben là, les joueurs autour de rôle, dans l'ordre de jeu, vont aller prendre des actions. Fait qu'ils vont assigner leurs ouvriers, puis ils sont obligés, évidemment, d'assigner l'ouvrier à la section du plateau à laquelle on avait décidé de l'assigner préalablement dans notre phase secrète. Puis là, on va aller chercher des ressources, on va engager des nouveaux ouvriers, fait que des nouveaux jetons qu'on va mettre dans notre sac, qu'on va pouvoir avoir plus tard. On va faire prendre notre retraite, leur retraite à différents ouvriers, fait que les enlever de notre série de piges. On va aller chercher les missions qu'on va faire. Les missions qu'on va réussir à faire vont nous donner une espèce de revenu ensuite fixe à tous les tours de jeu. Fait que plus on réussit une mission, plus on a de revenus. À tous les tours de jeu, on peut augmenter le niveau de notre base. On va construire des cases spécifiques à l'intérieur de notre base qui vont nous permettre de débloquer des actions à laquelle maintenant on peut assigner des ouvriers sur notre base
personnel. Fait que tu sais, dans son cœur, c'est un jeu d'ouvrier quand même assez classique. Je cherche des ressources, fais des missions, essaie de faire des points de victoire. Mais j'aime beaucoup sa twist avec le bag building où on va assigner secrètement, il y a un aspect de programmation, on va assigner secrètement nos ouvriers aux différentes zones du jeu. Ensuite, on a à se débrouiller avec ce qu'on a là. Il y a certaines pénalités s'il y a des mutants ou d'autres ouvriers sur les cases. Fait qu'on se bloque pas nécessairement, mais si je vais à un endroit avant toi, ça va me coûter moins cher d'aller à cet endroit-là que toi. Fait qu'il y a un avantage quand même à aller sur certaines cases. On débloque des pouvoirs avec les personnages qu'on va engager. Les nouveaux ouvriers spécialistes vont venir avec des cartes spécifiques qui donnent des pouvoirs, tout ça. Fait que j'ai trouvé que c'est un jeu super intéressant, facile à expliquer, pas très long. Il y a une twist intéressante entre l'aspect placement d'ouvriers puis l'aspect bag building à l'intérieur du jeu, que moi j'ai beaucoup apprécié. Fait que si t'aimes les bag building, si t'aimes les placements d'ouvriers, c'est quelque chose qui, selon moi, devrait te plaire. Et c'est pourquoi mon jeu coup de cœur pour juin, c'est Résurgence. Ciao! Bonjour à tous, je suis Marion de la chaîne Je vous explique les règles. Merci David de m'accueillir une fois de plus dans ce segment des coups de cœur. Ça me permet de vous parler du mien qui est Arx. Arx, c'est un jeu de chaos intergalactique dans lequel vous allez tenter de vous étendre sur une immense carte afin de dominer tous les secteurs. Arx, c'est un jeu hyper intéressant dans ses mécaniques parce que vous allez avoir une partie de pli. Oui, le premier joueur va venir placer sa carte de meneur et les autres joueurs vont devoir choisir parmi 3 possibilités pour poser leur carte. Soit ils posent une carte de la même couleur mais avec une valeur strictement supérieure pour pouvoir bénéficier de nombreux points d'action. Soit ils vont devoir poser une carte face cachée pour copier l'action du meneur avec un seul point d'action. Soit ils vont pouvoir placer une carte pivotée, c'est-à-dire qu'ils vont placer une carte d'une autre couleur, peu importe sa valeur, pour profiter d'un point d'action de leur carte action et non pas celle du meneur. Donc dans Arx, vous allez avoir une panoplie d'actions à faire grâce aux cartes, mais très peu de points d'action. Vous allez pouvoir vous déplacer, vous allez pouvoir construire, réparer, vous allez pouvoir combattre, vous allez pouvoir taxer les villes et récupérer des ressources, vous allez pouvoir influencer à la cour, c'est-à-dire poser certains de vos pions sur des cartes pour essayer de les sécuriser, donc les récupérer pour vous et profiter de leur effet. Il y a une panoplie de choses à faire. J'ai essayé le jeu à 2 joueurs et je suis pas certaine que ce soit la configuration la meilleure parce que ça devient du 1 contre 1 mais on s'éparpille un peu plus. Et je pense qu'on perd un peu l'essence du jeu qui est vraiment ce chaos organisé qu'on cherche à avoir. Et c'est celui que j'ai eu à 4 joueurs, donc c'est vraiment une configuration préférable, 3-4 joueurs je pense. Et ça devient un chaos, plein de trahisons, d'alliances caduques. C'est absolument délectable comme expérience de jeu. Je vous encourage vraiment à donner un coup d'essai à Arx si vous aimez ce genre de jeu, parce qu'il faut savoir que les parties sont quand même relativement longues et il y a énormément de petits points de règle à connaître. Mais pas de panique, les aides de jeu sont hyper bien faites et tout est concis et complet. Je vous encourage à essayer Arx. Salut David, salut à tous les membres de la communauté, Christian Labrèche, alias René Ludique, qui vient aujourd'hui vous présenter son coup de cœur, mon coup de cœur du mois de juin 2025. Un beau cadeau qui nous a été offert par mon ami Youssef Fari, qui nous avait déjà offert dans le très bon Spirit of Eden, notamment l'excellent Colossus, et qui vient maintenant clore le chapitre du Royaume d'Éden en nous donnant le 3e opus de la trilogie, les Sœurs de l'Alliance. Dans les Sœurs de l'Alliance, on va incarner ces Sœurs de l'Alliance à qui l'esprit, la force spirituelle du Royaume d'Éden a demandé d'affronter les forces démoniaques du roi Asmoth. Alors Noah, l'esprit protecteur du Royaume d'Éden, en a assez de voir le roi Asmoth envoyer ses forces pour tenter de conquérir le royaume. Donc il accepte de sacrifier son essence spirituelle et demande aux Sœurs de l'Alliance de mettre fin à ces offensives du roi d'Asmoth. Alors j'ai fait ici une mise en place où l'objectif est d'aller vaincre le boss Erion, qui nous exige d'avoir une tour à 3 étages, donc l'étage du boss, plus 2 étages supplémentaires. Alors expliquer le jeu en détail serait beaucoup trop long, alors voici en gros ce qu'on doit faire. Dans les Sœurs de l'Alliance, nous incarnons les Sœurs de l'Alliance qui sont représentées par un deck de cartes là, placé ici, qui nous permettent de faire différentes actions, comme attaquer, se défendre, récupérer du mana et autres. L'objectif, à tous les tours, c'est de lancer des dés, et puis pour nous faire progresser dans la tour,
On choisit toujours un des deux résultats, puis on progresse d'un certain nombre de cases sur la tour en question. Lors de ce déplacement-là, on va rencontrer ou bien des monstres qu'on va devoir combattre. Il y aura à ce moment-là des effets de lieu qui s'appliquent. On aura peut-être des pièges qu'on devra tenter d'éviter, puis à défaut de quoi, il y aura des pénalités, ou des trésors à récupérer. Lorsqu'une carte est jouée, mais pour en récupérer des nouvelles, on doit éventuellement défausser du mana pour jouer nos actions, et on pourrait défausser du mana pour récupérer de nouvelles cartes, puis les ajouter à notre main. Alors, comment est-ce qu'on calcule le mana dont on dispose? Au moment d'un combat, on va lancer un dé à 6 faces qui va nous indiquer quel est le mana disponible pour ce round-là. Et on pourra utiliser le mana ou bien pour acheter des cartes, ou bien pour aller puiser de nouvelles cartes dans notre pioche, et autres. Alors, il y a deux sortes de cartes d'action dont on dispose. D'abord, au départ, on a des cartes d'action, tout simple, mais il y a possibilité d'acheter des cartes d'action avancées, éventuellement en dépensant de l'expérience. Comment est-ce qu'on récolte de l'expérience? En affrontant des monstres, et en vainquant ces monstres-là, on acquiert de l'expérience. Le but ultime, grimper à travers la tour, se rendre jusqu'à l'étage supérieur, où on va dévoiler le boss à affronter. Et là, on va devoir vaincre le boss un certain nombre de fois en fonction de ses points de vue. Alors, un autre beau cadeau de Yosef Fares, un jeu solo qui est essentiellement un deck building. On va améliorer la composition de notre paquet de cartes d'un tour à l'autre dans l'espoir de vaincre le boss final lorsqu'on arrivera en haut de la tour. Il y aura dans quelques semaines des extensions qui seront envoyées aux gens qui ont participé à la campagne de sociofinancement de Yosef sur Kickstarter. Ce pas des jeux que vous pouvez trouver en magasin, malheureusement, les jeux de Yosef Fares. Il faut participer à ces campagnes de sociofinancement. Il m'a annoncé qu'il y aurait des copies disponibles probablement de ce jeu-là lors des prochaines campagnes. Dans les boîtes d'extension qui s'en viennent dans les prochaines semaines, de nouvelles cartes seront offertes, des nouvelles mécaniques de jeu, notamment des cartes poison, qui vont venir influencer le destin de nos sœurs de l'Alliance, et puis un jeton poker qui va avoir un impact aussi sur les actions qu'on va prendre, selon le côté sur lequel le jeton va tomber. Merci Yosef pour ce beau jeu, merci David pour l'occasion de présenter. À la prochaine. Bonjour David, merci de l'invitation de partager mon coup de cœur et ce mois-ci, ça sera Zenith. De la compagnie Playpunk, c'est le deuxième après Captain Flip, un jeu de Grégory Grard et de Mathieu Roussel, un jeu de souk à la corde dans le cosmos, puisque effectivement, on a affaire ici avec les planètes du système solaire qui sont Mercure, Vénus, la Terre, Mars et Jupiter. On va avoir un deck de cartes qui est composé de 3 races essentiellement, les robots, les humains et les animodes qui se disputeront le pouvoir pour essayer de contrôler les différents systèmes solaires. Donc, on va à notre tour jouer des cartes. On a des cartes qu'on va jouer devant les planètes correspondances pour essayer de les attirer vers nous et éventuellement de les ramasser pour les collectionner. Celui qui remportera la partie aura 3 planètes identiques, 4 différentes ou 5 planètes au total. Et on va faire nos actions sur 3 sections du plateau. Le plateau central qui est le souk à la corde des différentes planètes. On a le plateau de technologie ici avec une piste pour monter et avoir certains bonus. Et on a le plateau de leadership pour aller récupérer ce jeton-ci. Donc j'ai la version métal ici que j'ai récupéré à Cannes et ça permet donc d'augmenter notre main également. On part avec 4, on peut éventuellement en avoir 5 et même 6. Donc ça sera important au cours de la partie d'aller chercher ça également. Le premier qui va aller récupérer les objectifs va prendre également un jeton bonus qui va être donc un incitatif à aller ramasser le plus rapidement les objectifs qui seront présents sur le plateau. Les ressources qu'on a, c'est des crédits pour aller jouer nos cartes, donc on doit payer le coût de la carte pour la jouer. Et on a également du Zenithium, la fameuse monnaie ici qui va nous permettre d'aller monter sur cette piste-ci, qui va activer des bonus et qui va activer tous les bonus qui seront en dessous du niveau où on va aller. Donc, c'est vraiment de plus en plus payant d'aller sur cette piste-ci également. Un jeu simple, on a une carte, on la met, on fait l'effet de la carte ici, donc ça va amener ici le jeton terre vers moi. Je vais récupérer un crédit, un Zenithium que je vais mettre dans ma réserve. Et on va enchaîner comme ça. La particularité, si je joue une deuxième carte sur la même colonne, j'ai un rabais du nombre de cartes. Donc, au lieu de payer 5, je vais payer 4, et ainsi de suite. Donc, on essaie d'aller rapidement prendre le contrôle du système solaire. C'est un jeu de majorité, un jeu de course. C'est mon style de jeu. Alors, j'aime beaucoup. Zenith,
Belle production, encore une fois, de la compagnie Playpunk. Donc, je vous le suggère fortement. Si vous ne l'avez pas encore essayé, foncez là-dessus. C'est déjà presque en rupture de stock. Alors, David, c'est à toi. Salut les gamers, pour ma part, pour mon coup de cœur du mois de juin, j'y vais avec le jeu Ember Leaf de Frank West qui avait fait le jeu L'île des chats. Celui-ci est un jeu de engine building avec du tableau building, mais l'auteur nous donne comme nom une nouvelle mécanique qu'il appelle du card dancing. En fait, c'est que notre tableau de cartes qu'on va se construire pour faire des actions et des bonus va pouvoir se déplacer. Donc on va avoir des actions pour pouvoir glisser les cartes de notre plateau, pour pouvoir activer d'autres sortes d'habiletés sur les cartes. Donc c'est un jeu qui a vraiment un aspect très puzzle, parce qu'on va jouer des cartes de personnages pour déclencher des effets immédiats, mais après ça on va jouer des actions de glissement pour pouvoir glisser nos cartes sur notre plateau. Les cartes qui vont tomber de notre plateau peuvent aussi déclencher d'autres sortes d'habiletés. Donc vraiment du beau combotage. On va essayer de construire des bâtiments sur le plateau. On va essayer de placer des habitants pour déclencher des bonus qui viennent de notre plateau personnel. On va aussi avoir des petits aspects qu'on va découvrir des symboles permanents sur notre board. Donc on va un peu augmenter l'efficacité de nos actions plus on va avancer dans la partie. Donc un petit aspect quand même engine building. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on construit nous-mêmes nos objectifs de fin de partie. Donc on peut aller recruter jusqu'à 8 objectifs de fin de partie qu'on peut tenter d'accomplir pour marquer des points. C'est vraiment beaucoup de variables à gérer puis de pouvoir concorder ça ensemble avec les actions qu'on fait avec nos cartes personnages, mais c'est vraiment un puzzle qui est satisfaisant. Donc un jeu qui peut sembler peut-être simple avec ses règles, mais qu'au final a vraiment une belle complexité dans sa façon de fonctionner, donc son puzzle et sa belle originalité. Donc mon coup de cœur pour le mois de juin, Ember Leaf. Un gros merci encore à tous mes collaborateurs et collaboratrices qui se sont prêtés au jeu de vous présenter un coup de cœur dans cette vidéo. Et on vous laisse évidemment avec notre invité surprise, un visage peut-être familier pour ceux qui font beaucoup d'événements ludiques au Québec. Donc quelqu'un qui est très à l'avant dans les événements, qui est toujours là pour encourager justement les initiatives d'événements ludiques au Québec. Et évidemment un de nos partenaires sur la chaîne. Donc on vous laisse avec notre invité surprise et on se revoit le mois prochain pour une autre vidéo coup de cœur. D'ici là, continuez de gamer. Salut, moi c'est Marc de chez Hilo. Puis mon coup de cœur pour le mois de juin, c'est Arx, un jeu de Cole Worley, même créateur que Root et Haute, édité chez Leader Game. La version française de Matago est disponible maintenant en magasin, mais ça là, ça m'a vraiment fait triper. Tout le monde sait que j'adore les jeux de conquête, contrôle de territoire. Ben là, je suis vraiment, mais vraiment comblé. Dans Arx, tu joues une faction dans un empire galactique qui est pas mal en train de tomber en ruine. On explore, on se bat, on négocie, on essaie de reprendre le dessus dans un univers en ruine. Il y a de l'action, il y a de la stratégie, il y a puis des choix qui sont pas si faciles à faire que ça. Le cœur du jeu, ben, c'est une mécanique de pli avec un jeu de cartes. Mais quand tu joues une carte, tu décides de l'ordre du tour et de ce que tu peux faire. Chaque partie est vraiment différente, puis tu sens toujours que tu es en train de bâtir quelque chose ou d'éviter que ça te pète d'en face. Bref, Arx, c'est vraiment original, tendu, c'est bien ficelé, puis surtout, ça donne juste le goût d'y rejouer. Je vous souhaite vraiment de bonnes parties à Arx. Ciao!